Je vous le disais, je suis Antoine Cadil, président de Restore, et on va parler un peu de crédit carbone et de crédit biodiversité. Donc, ce que je vous disais, c'est que le temps étant limité, il est encore plus désormais. On va passer sur le constat. En revanche, ce sur quoi je vous propose de passer une minute, c'est en fait le niveau de l'ambition que l'on souhaite adresser. Ça, c'est un schéma que j'avais réalisé avec mes équipes de CDC Biodiversité il y a quelques années, où, alors on s'en fiche un peu de la métrique, etc. Mais l'idée, c'était... Comment? Tu m'entends? Ouais. L'enjeu, c'était de montrer en fait la limite planétaire, la situation, donc là dans les années 2010, 2020, 2030. Donc vous voyez qu'on va venir tangenter gentiment les 40% de biodiversité perdue. Et on a présenté en fait les engagements des COP, notamment les engagements de la COP 15, à savoir qu'est-ce que ça veut dire sur ces scénarios-là, stopper l'érosion de la biodiversité et revenir à la limite planétaire. Okay, le Global Biodiversity Framework, donc, qui a été le cadre qui a été proposé par la Convention pour la diversité biologique au moment de la COP 15 et qui a été signé par les États qui étaient présents, les 67 qui l'ont ratifié, eh bien, il montre qu'on veut stopper l'érosion de la biodiversité à horizon 2030, mais que derrière, évidemment, ça ne sera pas suffisant. Et donc vous imaginez en fait le gap gigantesque qu'on souhaite adresser. Pourquoi je prends du temps là-dessus? C'est parce que qui dit gap dit enjeu de financement. Et effectivement, entre la COP 15 et la COP 16, donc entre 2022 et 2024, un certain nombre d'économistes ont travaillé à chiffrer tout cela. Et on est arrivé à des montants assez conséquents, donc en l'occurrence entre 1000 et 1200 milliards de dollars par an, qui sont donc les sommes qu'il faut mobiliser pour envisager d'atteindre ces objectifs. Alors une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est que évidemment cet argent n'est pas disponible. N'est pas disponible que ce soit évidemment en philanthropie, en argent public, les banques latérales, multilatérales, etc. n'ont pas ces moyens-là. Et donc évidemment tout de suite on s'est tourné, enfin l'ensemble de la communauté s'est tourné vers les acteurs économiques et s'est posé la question de savoir quel type de modèle on pouvait mettre en place pour accompagner, pour mobiliser, peut-être pour contraindre les acteurs économiques et les engager véritablement dans cette responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la biodiversité, en partant d'un constat assez basique, assez rustique, mais finalement assez vrai, que l'économie mondiale, je ne flèche aucun secteur ni entreprise en particulier, mais ça vous fera sourire, mais c'est quand même construite à créer de la valeur sur la destruction de biodiversité, sur la destruction, de manière générale, de l'environnement. Alors moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui de manière très rapide, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre sur la question des crédits biodiversité, c'est exactement ce qui s'est passé il y a exactement 25 ans sur la question des crédits carbone. Donc vous vous rappelez, le protocole de Kyoto, 97, on se met d'accord sur des émissions, enfin sur des scénarios, on a une méthodologie de quantification, donc quelque chose comme le bilan carbone, et puis on se met d'accord sur un cadre réglementaire qui peu à peu va devenir contraignant et qui va imposer à un certain nombre d'acteurs économiques de réduire leurs émissions et de compenser les émissions résiduelles. Et donc cela va permettre de financer des projets qui eux-mêmes séquestrent du carbone. Et puis peu à peu, on va arriver à monter l'échelle ensemble pour construire quelque chose qui commence à ressembler à un marché avec de l'offre et de la demande, du volontaire et du contraint, etc. etc. Sur la biodiversité, on a perdu beaucoup de temps parce que pour plein de raisons, de complexité du sujet, de niveau de description, de niveau de connaissance, d'implication des acteurs, de plein de choses. N'empêche que ces dernières années, ça accélère et qu'on a désormais les prémices d'un cadre. Donc, notamment, je vous encourage à aller découvrir, si vous ne l'avez pas déjà vu passer, la feuille de route de la Commission européenne spécifiquement dédiée aux nature credits. Donc, ces nature credits, c'est le jargon qui a été retenu par la Commission, qui se donne 3 ans pour démarrage 7 juillet 2025, hein, donc 3 ans pour véritablement définir un cadre déployé au niveau européen, probablement contraignant, probablement adossé à un marché. Quand je dis probablement, en fait c'est certain, mais c'est écrit probablement dans la feuille de route actuellement, et qui a pour ambition à la fois d'accompagner les entreprises dans une démarche de transition profonde, c'est-à-dire également comptable, pas simplement d'aller chercher un label ou d'aller chercher projet par projet ou produit par produit quelque chose, une histoire à raconter. C'est vraiment de revenir à la racine du sujet en termes d'implication, mais également d'avoir une implication massive dans cette ambition de stopper l'érosion de la biodiversité au niveau global et de revenir à la limite planétaire.
Alors, chez Restore, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc, je suis président de Restore, qui est le premier véhicule dédié au financement de projets biodiversité par l'émission de crédit biodiversité. Ok, donc on a un véhicule, je dirais, encore prospectif, même s'il est d'ores et déjà possible d'investir dans des projets. On s'est livré à une petite étude. En fait, on a essayé de regarder. Il y a deux papiers qui sont sortis ces dernières années, là, qui sont assez intéressants, qui montrent que finalement, il y a 100 entreprises qui représentent la majorité des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et par ailleurs, une étude un peu similaire, mais qui a été faite par d'autres acteurs, qui s'est penchée sur les 100 entreprises qui ont le plus d'impact en termes de destruction de la biodiversité. Alors vous me direz, ça se chevauche intellectuellement, parce que quand on détruit la biodiversité, évidemment, ben, on va réduire la capacité de la nature, de la biodiversité des écosystèmes à séquestrer. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est que finalement, le chevauchement, en fait, c'est pas les mêmes 100 boîtes. Okay, donc ceux qui émettent beaucoup, donc qui sont plutôt évidemment les énergies fossiles, un peu de mines, un peu etc. Et ceux qui détruisent beaucoup sont d'autres acteurs. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet d'envisager de durcir la réglementation, peut-être de renforcer les efforts, sans faire tout poser sur les mêmes acteurs. Ok, à la fin, évidemment, tout le monde sera amené à faire des efforts sur l'ensemble de ces sujets-là. Je pourrais parler du sujet eau également. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de montrer que ce ne sont pas tout à fait les mêmes acteurs et qu'il y a même d'ailleurs un certain nombre de complémentarités dans l'approche. Et puis un constat intéressant, c'est que finalement, ceux qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre ou qui libèrent beaucoup de gaz à effet de serre, ils sont montrés du doigt, hein, c'est notamment tous les pétroliers. Par contre, ceux qui détruisent beaucoup de biodiversité, alors ici on parlera évidemment d'immobilier, mais ce n'est pas forcément les principaux, ceux-là, ils ne sont pas forcément autant pointés du doigt, ou ils s'en sortent mieux dans la façon de pouvoir raconter ou de pouvoir mettre en avant leurs engagements. Et donc, il y a une marge de manœuvre qui est très importante. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire simplement aujourd'hui, c'est que on va publier sur le fil LinkedIn de Restore un certain nombre de chiffres et d'études spécifiquement sur ces sujets-là qui sont un peu nouveaux, donc qui vont vous permettre de rentrer un peu plus dans cette mécanique et que ça soit à la fois le déploiement de cette feuille de route sur les crédits biodiversité et en même temps la définition de l'implication, je dirais, des principaux acteurs économiques responsables de ces questions. Voilà, je ne sais pas exactement quelle heure il est, il nous reste 2 minutes, donc très vite. Ce que je, peut-être, puisqu'évidemment on n'a pas pris le temps de parler de crédit ou de certificat biodiversité, ce que je voulais juste que vous reteniez pour que vous partiez en ayant quand même quelques idées sur ce point, c'est où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, ce que l'on sait faire, c'est identifier et sécuriser les meilleurs projets en termes d'impact positif pour la biodiversité. Donc évidemment, on part de fonciers qui sont détruits, qui sont abîmés, qui sont pollués, etc. Et on va restaurer les écosystèmes sur ces fonciers-là. Donc ça pose plein de questions de contractualisation, de propriété, etc. En tout cas, ça, on sait faire. Ce qu'on sait aussi bien faire, c'est mesurer le gain biodiversité. Aujourd'hui, que ce soit avec des analyses de données satellitaires, avec l'ADN environnemental, avec tous les suivis écologues classiques, on sait bien piloter ça, on sait bien le mesurer. Et ce que l'on commence à savoir faire, c'est convertir ce gain en crédit biodiversité. En l'espèce, il y a 53 méthodologies en cours de développement, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Ce que l'on sait, c'est que la Commission européenne étudie avec soin l'ensemble de ces méthodologies, qu'elle retiendra quelques-unes qui seront adaptées bien aux écosystèmes européens, aux forêts tropicales, peut-être au milieu marin, etc., etc. En tout cas, vous voyez, ce que l'on sait faire, ce qu'on est en train d'apprendre à faire. Et pour moi, le message, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se mettre dans un état d'esprit où on va, vous le voyez, sortir de notre petit cadre notamment très franco-français, c'est-à-dire où on va mesurer son impact, réduire son impact, compenser son impact. Bah, vous l'avez compris pour ceux qui étaient là, qui ont vu la première diapo, évidemment, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas acceptable. Hein. Quand on s'arrêtera là, on continuera à être à environ moins 40% de diversité, et donc on sera à risque en termes de fonctionnement de nos écosystèmes, de nos paysages, et donc quelque part de notre économie, puisque 60% du PIB mondial s'appuie sur les services fournis par la nature, étant évidemment non intégrés dans les bilans comptables de nos boîtes. Donc cette contribution, elle est indispensable. Et c'est vraiment ce vers quoi il faut qu'on se dirige. Voilà ce que je voulais vous dire en mode flash.